Bonjour à tous et bienvenue à vous sur mon 4e épisode de ma série Mon Préhistorique Park. Alors, pour tous ceux qui ont vu l'épisode 3 en entier, vous savez de quel dinosaure nous allons voir. Pour tous les autres, c'est un dinosaure que vous avez pu apercevoir dans le premier film Jurassic Park. Vers le début, il y a un personnage qui s'appelle Dennis qui tente de rejoindre la côte en ayant volé des embryons de dinosaures. Celui-ci, il se fait attaquer par un dinosaure qui s'appelle le Dilophosaurus. Donc, nous allons parler de ce dinosaure dans cette vidéo. Il faut savoir que dans ce film, ils n'ont pas du tout respecté les caractéristiques de l'animal. Et dans le jeu Ark Survival Evolved, c'est pareil, ils n'ont pas du tout respecté les caractéristiques de l'animal. Donc, nous allons voir tout ça ensemble. Premièrement, il faut savoir que le Dilophosaurus a vécu à l'époque du Jurassique inférieur, il y a 199 millions d'années à 183 millions d'années. Donc voici l'échelle des temps géologiques. Donc, hop, j'essaie de vous approcher au mieux. Alors, le Jurassique, ça correspond à cette période-là en bleu. Le Jurassique inférieur, il se situe de là à là, et 199 millions d'années, donc c'est ici, et 183, c'est là. Donc du coup, le Dilophosaure, il a vécu entre là et là. Donc dans ces trois étages ici. Voilà, donc on va mettre ça sur mon petit tableau. Je sais pas où j'ai mis les aimants, là. Hop là. Alors, il a vécu dans le continent qui s'appelait l'Eurasia, qui se sépara du reste de la Pangée durant le Mésozoïque. Alors, voilà la Pangée. Donc la Pangée, c'est le supercontinent qui est là, et l'Eurasia, c'est le continent qui est juste là. Donc, il faut savoir que l'Eurasia, ça correspond aujourd'hui à l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Et on sait que du coup, le Dilophosaure a vécu sur ce supercontinent parce qu'on a trouvé des squelettes en Chine et on a trouvé aussi des squelettes en Arizona. Donc voilà. Hop, on va poser ça là. Ensuite, nous allons parler de la classification. Donc les dinosaures font partie du super règne animal. Donc le super ordre des dinosaures est divisé en deux ordres différents. Nous avons d'un côté les saurichiens et de l'autre les ornithischiens. Les ornithischiens, eux, sont divisés en 5 sous-ordres différents. Nous avons les stégosaures, les ankylosaures, les cératopsiens, les ornithopodes et les pachycéphalosaures. Tandis que les saurichiens, eux, sont divisés en deux ordres, donc les théropodes et les sauropodomorphes. Alors, ces deux grands taxons, donc les saurichiens et les ornithischiens, se distinguent notamment grâce à l'orientation du pubis qui est un os du bassin. Alors, je vais vous montrer un bassin de dinosaures. Donc, c'est un schéma, voilà, est composé de 3 os différents. Nous avons donc le pubis qui est là. Et chez les saurichiens, ce pubis est dirigé vers l'avant et vers le bas. Tandis que chez les ornithischiens, le pubis est dirigé vers l'arrière. Donc voilà la grande différence entre ces deux grands ordres. Hop, j'essaye de vous montrer. Voilà, vous voyez que le pubis en haut des saurichiens est dirigé vers le bas et vers l'avant, tandis que chez les ornithischiens, donc là, l'os du pubis est dirigé vers l'arrière. Alors, du coup, notre Dilophosaure, il fait partie du règne animal, du superordre des dinosaures, de l'ordre des saurichiens, du sous-ordre des théropodes et de la famille des Dilophosauridae. Du coup, son bassin, il est comme celui-ci, avec le pubis dirigé vers le bas et vers l'avant. Hop, je mets ça là. Alors, il faut savoir que nous avons actuellement découvert 3 espèces de Dilophosaures. Nous avons le Dilophosaure wetherilli qui a été découvert en 1942 par Wallace. Nous avons le Dilophosaure briderum qui a été découvert en 1993 par
H-U, donc ça s'écrit H-U, le monsieur, donc je sais pas comment ça se prononce. Ensuite, nous avons le Dilophosaure sinensis qui a été découvert en 1993 par Wallace Wyde Wallace et Pickering en 1999. Cependant, en 2003, Deng Ximing fait une étude sur les échantillons de squelettes de dinosaures de Spinosaurus et trouve que ces derniers ont des grandes ressemblances avec le Dilophosaure sinensis. Il se trouve qu'en fait, le Dilophosaure sinensis et le Spinosaurus ce soient les mêmes, c'est la même espèce. Et comme le Spinosaurus a été nommé en premier par Young en 1948, donc le Dilophosaure sinensis devient un synonyme de du Spinosaurus. Donc en gros, les deux, c'est la même chose. Si vous voyez dans un document écrit Spinosaurus et dans un autre Dilophosaurus sinensis, il faut savoir qu'on parle de la même espèce, du même animal. C'est juste qu'il a été nommé 2 fois. Donc voilà. Ensuite, lorsqu'il a été découvert pour la toute première fois, donc en 1942, le spécimen de Dilophosaure n'était pas complet. Et du coup, il fut nommé Megalosaurus waterili. Ce fut seulement qu'en 1970 qu'après la découverte d'un autre spécimen plus complet, cette fois-ci, celui-ci avait les crêtes sur la tête, et du coup, il fut nommé Dilophosaurus waterili. Parce qu'il faut savoir que Dilophosaure, ça signifie les arêtes de crête. Donc au début, pour le premier spécimen qui a été découvert, il n'était pas complet, il manquait les crêtes sur la tête, donc du coup, ils l'ont appelé Megalosaurus. Mais c'est qu'en 1970 qu'ils ont découvert un autre spécimen, cette fois-ci plus complet, avec les crêtes. Et du coup, le premier spécimen a été renommé Dilophosaurus waterili. Maintenant, nous allons voir la description du Dilophosaure. Donc là, vous allez voir et comprendre que du coup, dans le film et ce que le dinosaure est réellement, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, il faut savoir que le Dilophosaure mesurait environ 6 mètres de long pour 2 mètres de haut, avec un poids d'environ 500 kg. Et dans le film, si je dis pas de conneries, il fait peut-être à peu près 2 mètres de long pour environ 1 mètre de haut. Donc ouais, c'est pas du tout pareil. Donc là, je vous montre un petit schéma. Voilà. Alors là, vous avez la taille d'un humain. Et là, en rouge, vous avez la taille du Dilophosaure. Et vous voyez que le Dilophosaure est quand même bien plus haut que nous et bien plus long. Alors que dans le film, le Dilophosaure, il est plus petit que l'humain, quoi, largement plus petit. Il est capable de rentrer dans une voiture. Que là, vous voyez ce machin-là, le Dilophosaure, il pourrait pas être capable de rentrer dans une voiture. Donc ils n'ont pas du tout respecté les caractéristiques de l'animal. En plus de ça, ils ont imaginé qu'il crachait du venin et qu'il y avait des, comment ça s'appelle, des sortes de crêtes sur le côté qui se, comme ça là, et qui fait, puis hop, il crache du venin. Non, c'est pas comme ça du tout. Hein. Le Dilophosaure, il ressemble à ça. Hein. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a dans le film, quoi. Ça crache pas de venin, il y a pas de crête qui s'ouvre sur le côté et tout là. Donc ils ont vraiment fait, ils ont complètement imaginé l'animal, quoi. Normalement, il est aussi gros que ça. Hein. Tiens, je vous l'accroche derrière comme ça, vous verrez bien. Voilà à quoi ça ressemblait un vrai Dilophosaure. Et après, je vous montrerai le squelette, ça sera encore mieux. Là, c'est une représentation. Donc voilà. Alors, sa majeure caractéristique, comme je l'avais dit, était ces 2 crêtes sur la tête. Donc, ils sont situés de part et d'autre de la tête, séparés par un espace en V. Donc, voilà le crâne d'un Dilophosaure. Vous avez les 2 crêtes qui sont là, et au milieu, on voit qu'ils sont séparés par un espace qui forme un V. Alors, les crêtes, elles étaient beaucoup trop fines pour pouvoir protéger entièrement le crâne, donc ça servait pas de protection pour le crâne. Donc, voilà. Je sais pas trop à quoi ça pouvait servir, mais du moins c'était pas pour protéger le crâne de l'animal, parce que les crêtes étaient beaucoup trop fines. Alors, les scientifiques après des recherches, ont remarqué que les 2 sexes possédaient les crêtes sur la tête. Donc, les crêtes n'étaient pas un moyen de différencier les mâles des femelles, parce que les deux avaient les crêtes sur la tête. Cependant, on peut imaginer, parce qu'on ne sait pas comment ils étaient
colorés. On ne sait pas s'ils avaient des couleurs vives sur leur corps ou pas, mais on peut imaginer que les mâles ou les femelles avaient des crêtes de couleurs différentes qui permettaient de différencier les mâles des femelles. Mais ça ne peut être que des suppositions. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles, les couleurs ne sont pas pareilles. En général, c'est le mâle qui a des couleurs plus vives que la femelle, que ce soit au niveau du bec et au niveau du plumage, parce qu'il y a des oiseaux qui peuvent avoir un bec rouge et des femelles avoir un bec plutôt orange, alors que les mâles c'est plus vif et rouge. Mais des fois, c'est les femelles qui ont des couleurs qui sont plus vives que les mâles. Donc on pourrait imaginer que les dilophosaures, par exemple les mâles, avaient des crêtes plus vives que les femelles. Mais ça, on peut que imaginer parce qu'on n'a pas retrouvé de la peau sur les dinos. Généralement, ça se conserve pas. C'est très très rare qu'on arrive à avoir des conservations au niveau de la peau des dinosaures ou des animaux préhistoriques, parce qu'en général, ça se garde pas du tout. Donc voilà. Alors, le dilophosaure avait une construction très légère et pouvait se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h. Alors, il avait des pattes postérieures très puissantes qui se terminaient par de très longues griffes. Alors, là, je vais vous montrer le squelette d'un dilophosaure. Bon, j'ai pas la queue en entier, mais du moins, voilà, vous avez à peu près le squelette d'un dilophosaure. Donc là, ici, nous avons les pattes postérieures. Voilà. Donc là, vous arriverez peut-être pas à bien voir, mais donc voilà les pattes avec là on voit notamment qu'il avait des griffes au niveau des doigts, donc ce qui lui permettait un bon maintien sur le sol en fait, qui pouvait lui permettre de courir assez aisément et se maintenir sur sa marche. Il faut savoir également du coup que le dilophosaure c'est un théropode qui se déplaçait uniquement à deux pattes, sur ses pattes postérieures, parce que déjà ses membres ils sont placés de façon verticale sous le bassin, et notamment parce que les pattes avant étaient beaucoup trop courtes pour lui permettre de faire une démarche à quatre pattes en fait. Donc, du coup il était bipède et pas quadrupède. Il se déplaçait uniquement sur ses pattes arrière, qui étaient assez puissantes, qui lui permettaient de courir à peu près à 40 km/h. Voilà. Et du coup, ensuite, vous voyez que ses pattes avant, ils sont quand même assez petites. Mais il avait aussi des griffes au niveau de ses pattes avant. On en voit un petit peu là. Voilà. Nous allons maintenant parler de la dentition d'Ilophosaure, qui est assez étrange d'ailleurs, parce que les scientifiques se sont rendus compte que les dents qui sont plus vers l'arrière de la mâchoire sont plus fragiles et ont tendance à se casser que les dents qui étaient à l'avant, qui étaient un peu plus costauds. Donc sa mâchoire lui permettait pas d'avoir une très grosse forte de pression en fait, donc il n'avait pas une très grosse morsure. Ensuite, le crâne présente également une grande encoche dans la mâchoire supérieure entre les dents du prémaxillaire. Donc les dents du prémaxillaire, c'est celle-là. Voilà, c'est les dents qui sont là. Et les dents maxillaires, c'est celles qui sont là. Donc ici, là, il avait une encoche qui, du coup, la mâchoire supérieure, là, ici, était assez fragile, parce que les deux os, là, ils n'étaient pas très bien accrochés. Donc du coup, il suppose qu'il n'avait pas une très grosse force de morsure avec sa mâchoire. Et en plus, il avait des dents assez fragiles. Donc du coup, pour l'alimentation de ce dinosaure, ça pose problème parce que les scientifiques ne sont pas d'accord. Alors, certains pensent qu'il avait une dentition qui était faite pour attraper les poissons, notamment avec la forme là, de la mâchoire qui peut faire penser un peu à un crocodile, ou surtout comme les dinosaures piscivores, donc les spinosaures, qui a à peu près la même forme de mâchoire. Donc ils pouvaient très bien être piscivores, ou alors comment dire,
carnivore, ouais, donc manger des petits dinosaures, mais de petite taille, parce que comme il n'était pas très très costaud au niveau de la mâchoire, il pouvait pas s'attaquer à des dinosaures assez grands. Ou alors, il pouvait très bien manger les dinosaures qui étaient déjà morts, donc c'était beaucoup plus simple, il avait juste à manger la viande et ça évitait parce que quand un dinosaure attaquait un autre dinosaure, les dinosaures herbivores, il y avait généralement, comment dire, c'était assez violent et du coup, s'il s'attaquait à des dinosaures qui étaient beaucoup trop gros, il pouvait très bien casser ses dents. Mais certains scientifiques pensent quand même qu'il devait manger des petits dinosaures, donc il ne les tuait pas avec sa mâchoire, mais plutôt avec ses griffes. Donc il sautait sur la proie, il chopait avec ses pattes avant, et avec ses pattes postérieures, il lacérait la victime. Et du coup, il les tuait comme ça. Donc il n'utilisait pas sa mâchoire. Donc il pouvait quand même manger des dinosaures de petite taille. Donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il mangeait, mais il peut très bien être piscivore, donc manger les poissons, carnivore, donc manger des petits dinosaures, ou alors il pouvait très bien manger des dinosaures qui étaient déjà morts. Un peu comme les vautours, voilà. Mais du coup, là-dessus, on ne saura pas la vérité. Donc voilà, peut-être qu'un jour on trouvera les restes du repas d'un dilophosaure et on pourra savoir ce qu'il a mangé. Donc voilà, je vous remonte vite fait la tête qu'il avait, avec les deux crêtes sur la tête, les dents qu'il avait, quand même assez pointues, hein. Mais on voit que vers l'arrière, ses dents étaient quand même beaucoup plus petites que les dents à l'avant, hein. Mais faut s'imaginer quand même que la taille du dilophosaure était quand même assez impressionnante, hein, qu'il pouvait pas non plus manger que des petits dinos ou des petites proies parce qu'il fallait quand même qu'il puisse alimenter son corps parce qu'il pesait quand même 500 kilos, hein, environ. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, nous allons laisser la parole à mon personnage Tyrwen qui va vous faire pas la chasse parce qu'on va pas les tuer, mais nous allons essayer de capturer des dilophosaures pour les mettre dans mon parc pour essayer de faire par la suite, comme je l'avais expliqué, essayer de regrouper tous les dinosaures qui ont vécu à la même époque pour que vous ayez à peu près une idée de comment c'était à ces époques-là. Donc là, on va essayer de capturer des dilophosaures qu'on mettra à un moment donné dans un parc et on essaiera ensuite de lui mettre des dinosaures qui ont vécu à la même époque que lui. Et oui, donc voilà. Donc là, on va aller sur le jeu Ark Survival.